Pensez-vous que votre exploitation est transmissible à un jeune? J'espère, oui. J'espère pouvoir la céder à un jeune, même. J'espère que ce serait un de mes enfants. J'ai un fils de 7 mois, je suis encore jeune aujourd'hui, mais pourquoi pas dans 20 ou 25 ans en transmettre. J'espère. Sinon, il n'y a plus d'avenir dans l'agriculture. Moi, j'ai fait l'école agricole à Vervins pendant 2 années. Puis après, je me suis réorienté toujours vers l'école agricole, mais cette fois-ci à Saint-du-Nord en apprentissage pendant 2 ans, pour au final avoir mon bac pro. Et puis 6 mois après, je me suis installé, donc à 19 ans. Et depuis ce temps-là, je suis agriculteur, ça fait 7 ans. Pour moi, produire autrement, c'est essayer d'arriver à allier la production animale et laitière, tout en gardant l'aspect tirage, quoi, la pâture, en valorisant ce qu'on a. On est dans une zone d'herbage, le bocage, faut en profiter. Nous, en plus, on a l'opportunité d'avoir les hectares autour de la ferme pour faire pâturer nos vaches laitières, donc on en profite un maximum. Essayer de jouer avec les atouts qu'on a. Le passage en bio, il s'est fait 1 an avant mon installation. C'est pas moi qui ai décidé de passer en bio, c'est mes parents, on s'est concerté à plusieurs, on a réfléchi. On est passé en bio suite à la conjoncture, il y avait la crise du lait. On a réfléchi à essayer de faire autre chose ou de produire autrement pour essayer de tirer quand même un revenu. Quand on voyait que les revenus baissaient tous les ans. Avant on était en intensif, maintenant on est repassé en extensif. Voilà. On a changé de race laitière. On avait des Holstein avant poussés au maïs en silage à 8-9 000 litres de lait. Et on a converti notre troupeau en passant en cimental bio. On a arrêté le maïs pendant 10 ans. On a produit de l'herbe, du lait à l'herbe. Voilà, la production a chuté, mais on valorise notre lait par le bio. Donc on a des coûts inférieurs, des coûts d'élevage, des coûts alimentaires inférieurs au conventionnel. Et on a un prix du lait qui est supérieur au conventionnel. Donc voilà. Vous êtes à peu près à combien au niveau prix? L'année dernière, on a tourné à 460 € de moyenne sur la campagne 2014-2015. Les 2 premières années, quand on a parlé du bio à la ferme du Fond de Dieu, les voisins se sont un petit peu moqués. On ne connaissait pas le bio. Faut dire que la profession agricole avait déjà peut-être des préjugés aussi. On voyait tous les bio agriculteurs avec une barbe longue comme ça, un peu hippie entre guillemets. Donc les gens nous ont jugés un peu. Et puis après, il y a eu encore d'autres crises qui ont fait baisser les cours. Et les gens ont vu que nous, financièrement, on tirait un peu notre épingle du jeu. Donc ils se sont quand même posé la question. Il y a pas mal de voisins agriculteurs qui sont venus nous voir pour poser des questions, voir comment ça se passait. Il est bizarre, il est petit comme ça. Au niveau des cahiers des charges, qu'est-ce qui change par rapport au traditionnel? On a le droit à 3 traitements antibiotiques par animal et par an, alors qu'en conventionnel c'est illimité. On n'a pas le droit aux produits phytosanitaires, pas le droit aux engrais chimiques. Et puis tous les intrants sur notre ferme doivent être issus de l'agriculture biologique ou issus de produits biologiques. Que ce soit les semences d'herbe, les semences de maïs, tout ce que tu rentres, l'aliment, tout doit être issu de l'agriculture biologique. Il n'y a que la paille, quoi. Il n'y a que la paille qui est tolérée uniquement en litière. Ouais. Pas en alimentation, parce que sinon ce serait trop compliqué. Et admettons,
que vous aviez pas assez de foin pour faire le joint, comment vous... Il faut se débrouiller, faut racheter du foin en agriculture biologique, ou alors, mais ça c'est vraiment exceptionnel, il faut faire une demande de dérogation au niveau de la région pour pouvoir acheter des produits alimentaires issus de l'agriculture conventionnelle. Mais c'est pas tout le temps accepté, il faut vraiment qu'il y ait des conditions climatiques extrêmes pour que ce soit accepté. Dans ce cas-là, c'est plus du bio. C'est plus du bio, ça reste bio, mais... c'est Non, exceptionnel. Non, C'est pas du bio, c'est de l'achat conventionnel, mais c'est vraiment pour pallier au manque de nourriture, pour pas que les vaches, entre guillemets, meurent de faim, quoi. Nous, ça nous est jamais arrivé, mais au cas où ça arriverait, il faudrait qu'on le donne plus en priorité aux jeunes déjà, Voilà. par rapport aux animaux qui vont en laiterie. Donc, et puis après, pas mettre la totalité, mettre un petit Un pourcentage. pourcentage. Il faut privilégier les jeunes, pas les animaux en production. Mais ça n'a lieu que dans des années vraiment difficiles, cas de sécheresse, C'est jamais arrivé, des hein. manques de fourrage. Il faut savoir aussi que, en général, en bio, les gens on raisonne pas comme en conventionnel. En général, on diminue un peu les UGB en prévision justement de faire un peu de stock alimentaire pour pas être toujours en flux tendu, tu vois ce que je veux dire, pas finir l'hiver ric-rac. Donc en bio, en général, on essaye d'être autonome, donc on prévoit, on anticipe un peu les mauvais climats pour toujours avoir un petit peu d'avance, quoi. Bien sûr. Parce que nous, on sait qu'on est vraiment dépendant du climat, justement. C'est ça le plus difficile en production biologique. C'est d'adapter son niveau de cheptel, son chargement avec sa surface, pour justement rester autonome. Et sinon, ça se trouve assez facilement ou pas du fourrage bio? Comme du foin ou en rubannage? Ça se trouve, mais c'est assez cher. C'est cher, c'est ça. Il y en a qui en ont trop. Tout ce qui est... mais Bah, tout nous, ce- des années, une année comme ça, on pourra en vendre si vous voulez. Mais on a mieux le garder pour au cas où l'année prochaine. les stocks. Ouais, ou si on a un petit trou l'été. Mettre à renourrir un Voilà. petit peu l'eau. Oui, j'avais une question, est-ce que vous vous concertez entre agriculteurs biologiques? Oui, on a une réunion annuelle qui est organisée par la Chambre d'agriculture. Bon, nous, on n'est pas beaucoup dans l'Aisne, on est 6 ou 7 éleveurs. Il y a un responsable de la Chambre d'agriculture qui vient collecter les chiffres dans chaque ferme bio. Et après, il fait une synthèse de tous ces chiffres-là, des comparatifs. Et nous, on se rencontre entre éleveurs au mois de décembre pour comparer nos chiffres, discuter les avantages, les inconvénients, ce qu'a réussi, ce qu'a loupé. Et puis ça permet d'avancer et de voir ce que l'autre a réussi par rapport à nous. Ah oui, d'accord. Et puis du coup, grâce à ça, vous essayez un peu de changer vos manières de pratiquer pour essayer de gagner encore un peu plus d'argent, ou oui, c'est améliorer sûr. le truc, quoi. Il faut essayer de tirer les avantages quand même. On n'est pas... Et puis en général, en plus de cette rencontre-là, on essaye de la faire... on fait une visite en même temps. On le fait chez un éleveur. On le fait chez un éleveur, mais on change tous les ans. Comme ça, on voit aussi sur le terrain les pratiques, ce qu'il fait. Tiens, il a fait ça, c'est pas mal. On discute et ça permet d'avancer. Dans les 10 ans à venir, je pense qu'on a un bel avenir encore pour l'agriculture bio. Vu que la PAC, on parle du verdissement de la PAC, l'Europe pousse vers l'agriculture bio, l'environnement. On voit quand même que les aides sont en train de basculer. On prend plus sur l'agriculture intensive pour rebasculer vers l'agriculture entre guillemets extensive, l'agriculture verte. Et en général, quand l'Europe veut quelque chose, quand la France veut quelque chose, elle arrive à l'obtenir. Alors souvent c'est par les pressions financières. Donc je pense que pour l'instant l'avenir du bio n'est pas en péril. Mais dans les années à venir, je pense qu'il faudra quand même déjà envisager d'autres ouvertures, comme la vente directe ou autre chose. Bonjour. Monsieur Guénard? D'accord. Nous sommes ici sur une exploitation de polyculture élevage lait. Nous sommes associés avec mon épouse en GAEC. L'exploitation comporte 198 hectares, 142 hectares en terre labourable, 56 hectares en prairie permanente.
Donc on a un atelier de grande culture, on a un atelier de vaches laitières à côté, il y a une centaine de vaches laitières qui produisent à peu près 1 million de litres de lait. Personnellement, je me suis installé en 2007, donc ça fait 9 ans aujourd'hui, et mon épouse s'est installée cette année en 2016. Pour moi, produire autrement, c'est produire autant, mais mieux. Produire en même quantité, mais mieux, en respectant mieux l'environnement, mais ne surtout pas baisser la productivité. Globalement, en agriculture, il y a deux choses qui peuvent être un petit peu vues comme étant polluants, on va dire. C'est d'une part la fertilisation, d'autre part les phytosanitaires. La partie fertilisation, on raisonne tout apport d'engrais est raisonné en fonction des besoins des plantes et fractionné en fonction du besoin des plantes et du moment à laquelle en fait la plante en a besoin. Tout ça, le but c'est d'éviter les pertes et c'est vraiment d'avoir les apports qui collent très bien aux besoins et surtout au bon moment en essayant de limiter les pertes dans l'environnement qui vont se retrouver après au final dans l'eau. Voilà, ça c'est très, très simple à comprendre. On effectue une analyse de terre. Donc il y a un quad passe dans chaque parcelle, effectue un carottage et récupère un petit échantillon de terre sur 30 cm, 60 cm et 90 cm. Cet échantillon est envoyé au laboratoire départemental d'analyse et de recherche de Laon. Celui-ci recherche l'azote restant dans le sol à la sortie de l'hiver. C'est ce chiffre qu'on retrouve ici, 56 unités d'azote. Il nous calcule en fonction de la culture, du rendement que l'on souhaite. Ici, dans l'exemple, 10 tonnes, 100 quintaux hectares. On sait très bien de manière sûre qu'un quintal de blé exige 2,8 unités d'azote. Donc il est très facile de calculer les besoins totaux de la culture. Dans ce cas-ci, 300 unités. On retrouve nos 56 unités qui restaient dans le sol, plus diverses fournitures. Lorsqu'on fait besoin moins apport, on retrouve tout simplement la dose d'azote que l'on doit apporter, dans ce cas-là 180 unités. À charge après pour nous agriculteurs d'aller la fractionner pour l'apporter au bon moment, au moment où la plante en a besoin. Aujourd'hui, c'est surtout les produits phytosanitaires qui peuvent poser problème, et dans l'eau notamment. Et donc là, c'est surtout sur la partie grande culture, où là, depuis 4 ans maintenant, sur la ferme, on est entré dans un programme de mesures agro-environnementales de réduction de produits phytosanitaires. Donc on a un objectif de réduire de moins 30% nos produits phytosanitaires hors herbicides, et de moins 35% les produits phytosanitaires hors herbicides au bout d'une période de 5 ans. Alors, avant de rentrer dans ce programme-là, comme je disais tout à l'heure, je suis assez obstiné par le fait de produire beaucoup, de produire beaucoup, on va dire. Donc produire beaucoup, ça veut dire beaucoup de rendement à l'hectare, pour être très concret, en blé, etc. J'ai été un petit peu, je pense comme beaucoup d'agriculteurs, voilà, on veut produire beaucoup, et pour produire beaucoup, quelque part, on fait des interventions phyto qui nous rassurent, en fait. Pour se sécuriser, justement pour dire si je veux produire beaucoup, il faut absolument que je fasse ça, sinon j'ai un risque de ne pas produire beaucoup et je ne veux surtout pas prendre ce risque-là. Et en fait, en étant rentré dans ce programme-là, en ayant parlé avec plusieurs personnes, j'ai eu une formation aussi dans un lycée où on nous a sensibilisés aux problèmes environnementaux. On a eu des formations aussi depuis en étant agriculteur avec des gens de la chambre d'agriculture, etc., qui nous ont sensibilisés à ça et qui nous ont démontré qu'on pouvait en fin de compte réduire l'usage des phytos sans impacter le rendement. Donc moi en fait mon objectif il y a 4 ou 5 ans, c'était ça, de dire allez, si je rentre dans ce programme là, mon but c'est de réduire les phytos mais de surtout pas toucher à mes rendements.
Et en fait, je m'aperçois que ça se passe très très bien. On peut vraiment faire des impasses sur des interventions qu'on faisait il y a quelques années sans du tout toucher au rendement. Et moi, aujourd'hui, je prends vraiment le développement de la baisse des produits phyto, de par le produit phyto. Pour moi, c'est comme un médicament. Il faut l'utiliser avec parcimonie, un médicament pour les humains, il faut l'utiliser avec parcimonie. Si on en a besoin, on en met. Si on n'en a pas besoin, c'est pas bien, et au contraire, on crée des résistances, c'est même contre-productif, quoi. Et sans parler du coût, en plus, mais c'est pas ça, presque la première motivation n'est pas le coût, la baisse, l'économie engendrée par la baisse des produits phyto, c'est vraiment le fait de clairement balancer moins de produits phyto dans la nature, et pour l'utilisateur, et pour les gens qui sont autour. Alors je suis pas pour l'instant pour le zéro produit phyto, parce que pour moi, comme je disais avant, c'est comparable à du médicament. Les humains, il y a un moment quand ils sont malades, si on ne met pas de médicaments, ça ne va pas aller très très bien. Voilà, pour moi, il en faut un minimum, et c'est ce qu'on essaie d'appliquer sur la ferme aujourd'hui en fait. La culture la plus spectaculaire sur laquelle on a réduit le plus les phytos, et le colza. Le colza, auparavant, on pratiquait 2 à 3 insecticides à différents moments de l'année, visant différents ravageurs. Aujourd'hui, c'est pas compliqué, j'en fais plus. D'ailleurs, sur l'ensemble de l'exploitation, oui, c'est peut-être ce poste-là qui a le plus diminué, c'est la partie insecticide. Que ce soit en colza ou autre d'ailleurs. Là, c'est vraiment exceptionnel. Quand on fait un insecticide, c'est vraiment, il y a une pullulation telle que si on n'intervient pas, c'est une catastrophe. Et je reprécise par rapport à tout à l'heure, c'est sans baisse de rendement. Voilà. On a réussi à beaucoup diminuer les produits phytos sur le colza sans baisse de rendement. En fait, ce qui se passe, les insecticides visent donc des ravageurs de la culture. Ça peut être des pucerons, ça peut être différents insectes qui attaquent votre culture. Mais quand on applique un insecticide sur une récolte, on tue aussi les auxiliaires de culture. On appelle ça les auxiliaires de culture. Alors, les auxiliaires de culture, ce sont les gentils. Ce sont nos petits copains qui se trouvent, donc on a des carabes, on a des chrysopes, etc., qui se trouvent au niveau du sol, du biotope. Voilà, ils sont là, ils courent par terre, ils sont au niveau de la végétation, et ils vont attaquer justement ces ravageurs. Quand on applique un insecticide, on tue les ravageurs, les méchants, mais on va tuer aussi les gentils, nos petits copains. Donc ça veut dire que la prochaine invasion d'insectes, il n'y a plus personne pour les contrer, et donc il faut encore revenir avec un insecticide, parce qu'il n'y a plus de méthode en fait de lutte biologique, on n'a plus que du chimique. Et donc c'est vrai qu'il faut essayer de garder au maximum nos petits copains sur le terrain qui vont nous aider à manger les méchants. L'intervention doit être vraiment l'intervention phyto doit être vraiment quand il y a grave péril pour la culture. Là où nous, sur l'exploitation, là où on veut aller plus loin, c'est sur la partie herbicide, désherbant. On a comme projet sur le GAEC de désherber aussi mécaniquement tout ce qui est plantes, culture en ligne, plantes sarclées, colza, betterave, maïs. On a comme projet de désherber chimiquement sur la ligne de semis, et l'interrang de le désherber mécaniquement à l'aide d'une bineuse, tout simplement, qui est un outil vieux comme le monde, ce qui nous permettrait en fait de diminuer notre application de produits phyto de plus de moitié sur la partie désherbage. Au niveau de l'exploitation, nous, on va continuer à se développer, on va continuer à développer l'atelier laitier notamment, on va continuer dans la voie de la réduction phytosanitaire au niveau de l'atelier grande culture. On espère, on a des petits là qui ont à peu près 2 ans et 6 mois. Nous, ce qu'on aimerait, mon épouse et moi, c'est leur ramener une exploitation transmissible en fait. Arriver à leur donner une exploitation transmissible, vivable,
Viable et vivable. Voilà. C'est vrai que ça serait, si nos petits pouvaient, un des deux petits ou les deux pouvaient reprendre l'exploitation, ça serait vraiment la cerise sur le gâteau. Après, plus globalement sur l'avenir de l'agriculture, on est plutôt confiant. Il y a toujours eu des agriculteurs, il y aura toujours des agriculteurs. Les agriculteurs d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'hier et ne seront pas les mêmes que demain. Donc il faudra s'adapter. Si on sait s'adapter, ça ira. On nous demande de produire moins cher, mieux. Il faut produire moins cher, mieux. À partir du moment où on arrive à faire ça, on sera encore agriculteur demain. Certainement moins d'agriculteurs, mais de toute façon l'attachement à la terre et aux animaux sera toujours là, ça c'est sûr. Je suis agriculteur à Mébrecourt, installé depuis 1985, dans un système grande culture. Alors comme vous, j'ai fait des études agricoles au Paraclet et je me suis arrêté au BTS. Durant mes 15 premières années d'exploitation, quand j'ai commencé à cultiver de façon conventionnelle. À savoir, comme je vais travailler dans une coopérative agricole, donc j'étais sur des schémas intensifs, sans beaucoup de réflexion au moment de décider pour les traitements. Donc c'était une façon de cultiver où je maximisais les intrants. À partir des années 98-2000, j'ai commencé à m'intéresser aux contrats agro-environnementaux et là j'ai commencé à regarder un peu des conduites de culture qui permettent d'alléger les intrants. Ce qui m'a motivé à arrêter de labourer, c'était avant tout une démarche économique. J'étais arrivé à un seuil où, sur ma surface, c'était difficile de payer un salarié à plein temps. Donc le labour prenait pas mal de travail, de temps de travail, donc j'ai arrêté de labourer. Mais au départ, je ne l'ai pas fait, j'étais pas motivé pour passer à une technique qui préservait plus les sols et qui allait enchaîner tout un tas de facteurs vertueux. Ça, ce sont des observations que j'ai faites au fil des années, en ayant arrêté la pratique du labour sur une partie de la ferme, d'abord, 30 à 40% de la surface, les pièces les plus compliquées à labourer, les plus difficiles à travailler, entre guillemets les moins rentables, c'est sur celles-là que j'ai pu expérimenter les techniques de non-labour. Ensuite, les observations sur les auxiliaires, la vie du sol qui était plus active, notamment l'activité des lombrics, c'est venu 5 à 10 ans après l'arrêt du labour. Donc à partir de ce moment-là, je suis rentré dans un schéma d'observation plus poussé parce que j'avais des observations nouvelles par rapport aux champs que je continuais à labourer. Derrière ça, j'ai pu observer une vie du sol plus dynamique, donc avec le phénomène d'érosion qui a complètement cessé dans les pentes, parce que une bonne densité de lombric, ça permet d'avoir un sol qui capte l'eau plus rapidement. Les débris végétaux en surface, c'était une très bonne arme anti-battance. Et après, il y a eu tous ces phénomènes d'observation au niveau des auxiliaires, donc principalement les carabes. En bougeant moins le sol, on a pu, entre guillemets, préserver leur vie souterraine, parce qu'un travail du sol va détériorer leur galerie, leurs larves, et puis finalement baisser le niveau le taux de réussite des émergences d'adultes.
Donc ça, c'est des phénomènes que j'ai pu observer après presque une dizaine d'années de non-labour. Après, quand on rentre dans ces systèmes entre guillemets vertueux, le fait d'avoir plus de carabes, j'ai pu voir les effets sur la diminution de population de limaces, et puis de voir aussi les parcelles rentrer dans un équilibre au niveau de l'entomofaune, donc les insectes qu'il y a à la parcelle agricole. Avec cet échantillon d'insectes, alors ça mériterait d'être confirmé plus loin, mais ça fait 2 fois que j'en fais comme ça. En fait, j'ai des méligettes, j'ai beau chercher, je ne vois aucun charançon. Je vois quand même une population de micro-guêpes consistante. Et moi je défie quelqu'un de me trouver un charançon dans cet échantillon-là. Donc par rapport à la prise de décision de traiter, de passer un insecticide là, donc là je suis sûr que ça fait plus de tort que de bien, parce que l'insecte cible il est complètement absent, et j'ai les parasitoïdes, eux, qui vont quand même réguler les ravageurs pour les années à venir. Pour tout ce qui est fongicide, déjà je suis abonné au réseau d'avertissement que tout le monde a, savoir Coopérative ou Arvalis. Donc sur ces réseaux d'observation, d'avertissement, je vais me tenir en éveil sur telle ou telle maladie, la maladie du moment. Ensuite, je passe à un schéma d'observation par parcelle, par variété, par sensibilité de variété. Et après, selon les seuils de nuisibilité et les seuils d'observation, je décide ou pas d'intervenir. Donc pour chaque champ, un raisonnement particulier. Donc il n'y a pas de règle préconçue à l'avance, il n'y a pas de traitement systématique. À chaque fois, je pèse si c'est vraiment efficace d'intervenir. La priorité, ça reste quand même les 3 dernières feuilles, les dernières sorties. Donc là, on voit un peu de présence de septoriose, un peu plus sur les feuilles basses. Mais bon, pour l'instant, on va vite faire une quote-part. Hein. Donc sur les 2 dernières feuilles, là, pour l'instant, j'en ai pas. Là j'en ai une petite présence, là j'en ai pas, donc pareil, là j'en ai pas. Donc c'est relativement simple. Bon, et qu'il y ait une présence de septoriose, c'est normal avec le temps qu'on a. Et là c'est un peu les conditions de la semaine à venir qui va faire que on traitera ou on traitera pas. Donc en quelque sorte, on est passé d'une agriculture où il fallait produire à une agriculture où la réflexion finalement a pris place et dont on prend plus conscience de l'environnement et de tout ce qui entoure finalement les cultures. Donc on a surtout pris conscience qu'une activité de production était encadrée par la nature. Après, c'est un équilibre à respecter entre l'activité de production et la préservation de la nature. Quand je parle de préservation de nature, c'est préserver aussi le sol, l'eau, peut-être l'air pour tout le monde, mais c'est surtout ne pas user les méthodes, ne pas altérer le sol plus qu'il faut en employant des méthodes respectueuses. Donc c'est de mesurer les impacts des techniques de production, et c'est aussi toujours se tourner vers les nouvelles connaissances qui en général de toute façon finissent par nous aider à trouver des solutions.
C'est une exploitation d'environ 800 hectares qui produit 17 cultures différentes. On va du blé en passant par le maïs, la luzerne, le colza. Les pois de conserve, les jeunes carottes, on a une spécialité légumes de plein champ en industrie. Ensuite on revient sur de l'orge, de l'escourgeon, du triticale, de l'épeautre, des salsifis et des betteraves rouges. Le domaine de marché, c'est une exploitation qui est située sur un sol sableux. C'est une particularité de la région et de la micro-région. C'est ce qui nous permet de produire des légumes de plein champ parce qu'on a une facilité de récolte, même s'il pleut, quelques heures après la pluie, on peut aller récolter. Mais c'est une spécificité qui nous oblige à réfléchir autrement. Autrement l'assolement, autrement la rotation, autrement les techniques culturales qu'on met en place par rapport à ce qui peut se passer dans le département. On pratique des techniques alternatives. Alors c'est un mot générique, mais en fait la technique alternative n'est pas forcément une découverte. On reproduit ce que les gens utilisaient lorsqu'il n'y avait pas de solution chimique pour le rattrapage. C'est-à-dire qu'on utilise de la hersétrie, de la houe rotative, on pratique le binage, les techniques de faux semis avant une implantation de culture, le déchômage qui doit avoir une place majeure dans le système de culture. Il faut aussi gérer l'interculture, c'est-à-dire pratiquer des chômages, mais aussi utiliser des plantes qui ne sont pas porteuses de certains parasites ou qui peuvent diminuer l'infestation, par exemple des nématodes sur la betterave. On utilise de la moutarde anti-nématode. On peut se servir aussi de l'interculture pour utiliser des cultures intermédiaires qui vont nous apporter de l'azote naturel parce qu'on utilise une légumineuse dans un mélange. On peut utiliser aussi l'interculture pour faire travailler le sol, c'est-à-dire qu'on apporte des amendements organiques pour faire évoluer la matière à décomposer dans le sol, pour que ce soit plus facile pour le sol de la décomposer et puis que les éléments nutritifs soient plus accessibles pour la culture de printemps. Pour pouvoir travailler avec une réduction des utilisations de produits phytosanitaires, il faut se préparer au préalable. On doit construire un assolement et une rotation qui permettent de réduire le risque sur chaque culture dans la rotation. C'est-à-dire qu'il y a une succession de cultures qui va intervenir, qui va préparer chaque culture à être plus résistante ou moins sensible à certaines agressions. Sur le domaine de marché, on cultive du blé avec une densité de semis normale, à une période de semis plutôt tardive par rapport au créneau de la variété. Ensuite, on réalise 3 apports d'azote. On n'utilise pas de régulateur de croissance au printemps. Dans la mesure du possible, on essaie de désherber à l'automne et un petit rattrapage au printemps. Au stade de épi 1 cm, on fait un fongicide à une légère dose. Ensuite, on fait une légère dose d'un deuxième fongicide à la dernière feuille et un dernier fongicide à l'épiaison. On n'utilise pas d'insecticide et on arrive à obtenir un rendement correct en faisant un test N-tester sur la dernière feuille pour compléter le besoin de la plante en azote. Comment arrivez-vous à ne pas utiliser d'insecticides sur vos blés? Dans un premier temps, j'utilisais un traitement de semences à base de gaucho. Et donc, je préfère pelliculer une graine avec un traitement de semences qui a une rémanence d'1 mois et qui nous évite la transmission du virus de la jaunisse par les pucerons qui arrivent à l'automne. Je préfère utiliser un traitement de semences plutôt que de pulvériser un insecticide en plein sur toute la végétation avec les risques de dérive et puis de non-sélection des insectes auxiliaires du milieu. Et ensuite au printemps, toutes les semaines il faut faire un tour de plaine. Il faut se contraindre parce que
Je vois peu d'agriculteurs dans les champs, mais il faut se contraindre à aller dans les champs pour observer. Et puis cette année, particulièrement, il n'y a pas de léma, donc il n'y aura pas d'insecticide. Alors aujourd'hui, l'exploitation de 800 hectares a un plot de parcelles converties à agriculture biologique qui représente 54 hectares. Ça représente peu par rapport à la surface d'exploitation, mais c'est déjà une charge de travail qui est conséquente, puisque quand on doit désherber du blé sur une parcelle d'agriculture conventionnelle, on va prendre une parcelle de 20 hectares, elle est faite, l'automoteur passe 1 heure à travailler sur la parcelle. Quand on veut désherber une parcelle de blé en agriculture biologique, ça représente une charge de travail assez conséquente. On y va à peu près 4 fois, avec une RC-tri ou une houe. Et à chaque passage, suivant la vitesse de travail, on peut y passer entre 8 heures et 5 heures au minimum. Le bio, c'est une autre technique de culture. C'est un mode de production qui utilise très peu de produits de santé végétale. Il y a une liste de produits autorisés et qui sont de sources naturelles, comme la bouillie bordelaise, qui est du sulfate de cuivre, comme le soufre micronisé. J'en passe. Ensuite, il y a des bactéries ou des champignons qui sont utilisés pour combattre d'autres parasites. Produire bio, ça ne veut pas dire ne pas utiliser de produits santé végétale, c'est juste une liste bien particulière. Et c'est la même technique que ce qu'on peut pratiquer sur le reste de l'exploitation. Il faut préparer chaque culture dans la rotation pour éviter l'apparition des problèmes. Pour vous citer encore l'exemple du blé, puisque c'est la culture de référence en France. En bio, on sème du blé à une période de semis fortement décalée. Chez nous, on la pratique à partir du 1er novembre, ce qui permet de laisser la vague de levée de vulpin derrière nous, et ce qui permet de réduire la pression adventice et de maîtriser un peu mieux l'infestation dans la parcelle. Produire autrement, c'est pas une notion qu'on peut définir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, produire autrement, ça ne peut pas s'appliquer dans tous les cas. Chaque agriculteur doit faire évoluer son contexte sa production par rapport au contexte dans lequel on nous demande de produire, mais il faut toujours produire. Chaque exploitation est différente, il faut que l'agriculteur adapte sa technique à son terroir, à son organisation. Et on ne peut pas contraindre un agriculteur à changer sa technique, parce qu'il faut déjà qu'il maîtrise sa technique au préalable. Pour un agriculteur, on ne peut pas parler de qualité. Il faut déjà avoir une formation de base. La formation, qu'elle soit initiale ou continue, parce que on peut se former à tout âge, c'est primordial. Et ensuite, il faut avoir une ouverture d'esprit. Il faut être curieux de ce qui se passe ailleurs. Un agriculteur, il y a du travail sur son exploitation. Souvent les agriculteurs travaillent seuls et dans les champs on est seul, mais il faut être ouvert et se dire qu'il faut aller voir ailleurs ce qui se passe. Pour faire évoluer un système, il faut déjà en connaître d'autres. Il faut chercher à découvrir des techniques autres que ce qu'on peut pratiquer. Il faut assister à des réunions. Il faut participer, pourquoi pas, à des groupes de travail. Il faut lire,
Parce que dans la presse, il y a des témoignages. Alors un témoignage, c'est sur une exploitation bien particulière. Il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Une technique, ça se construit et ça se fait évoluer. C'est-à-dire que on peut pratiquer une chose aujourd'hui qui ne sera pas reconductible demain parce que le contexte climatique ne le permet pas, parce qu'on n'a pas le matériel disponible à cette époque-là. L'agriculteur doit vraiment construire sa démarche. J'ai une exploitation de 46 hectares, tout en herbe, située à Lerzy, dans le canton de la Capelle, dans le département de l'Aisne. Donc 46 hectares, et donc j'ai 280 000 litres de quota. J'ai commencé à faire de la vente directe en 2000, au moment de la vache folle. On vendait des bœufs noirs et blancs à un prix dérisoire. Et en parlant avec la famille, les amis, on a décidé de faire tuer une bête à l'abattoir. Et puis de fil en aiguille, c'était une ou deux bêtes, et puis je faisais des plus grosses caissettes avant. Maintenant je fais des caissettes qui sont moins grosses, comme ça pour le budget des personnes, ça fait moins d'argent à donner en une seule fois. Et vous voulez, ça fait la tare, ça fait 1,1 kg des broquettes. Comme ça je pèse des caisses à boire directement à l'abattoir. L'exigence de la clientèle, c'est que bon, le budget d'une caissette, en gros, c'est 150 €. Et les gens aiment mieux dépenser un peu de plus, avoir un budget, et puis manger quelque chose de bon où ils savent de où ça vient. Ça, c'est important, ça, parce qu'ils veulent savoir. Et j'ai une clientèle qui n'a pas obligatoirement des moyens. C'est pas une certaine catégorie de personnes, c'est tout le monde. Les gens veulent remanger, savoir de où ça vient et manger du bon. Des produits frais, parce que bon, la viande, elle est elle n'a pas passé plusieurs jours, elle a été au frigo, mais dans plus d'une semaine. Mais la viande n'a pas traîné en poche, comme quelquefois ça se fait, là, parce qu'il y a des DLC qui sont rajoutés en plus de... Enfin bref, disons que les gens veulent manger du bon. Voilà. Des bœufs noirs et blancs, c'est des bœufs qui pèsent 350 kg de carcasse. Donc c'est des bœufs qui sont pas très lourds. Enfin c'est la race, parce que moi c'est Camprimoschten. C'est que les veaux mâles qui sont élevés. Quand une vache vèle, le veau mâle est gardé en bœuf en caissette et le veau femelle pour l'élevage. Mais que donc une 15-16 clients. Et moi, je ne vends qu'une fois. Quand la bête elle est vendue, quand j'ai tous mes clients, je fais partir la bête à l'abattoir. Donc le jour, c'est toujours un vendredi. Et le jour que la bête que je vais chercher mes caissettes, le soir tout est vendu. Il ne me reste jamais de caissettes de rab, quoi. C'est toujours, tout est sur commande. Sinon on va tourner le carriole. Voilà. Bon, comment on fait? Tu rendras la caisse agile? Ouais, on fait ça, ouais. Aujourd'hui, je joue la carte ça, c'est la vache et le bœuf est né, élevé, tué chez moi. Donc ça c'est, j'achète pas de bœuf à l'extérieur pour revendre. C'est tout des bêtes qui viennent de chez moi. Donc j'ai justement vu le développement de l'activité. Il faut que j'ai des bœufs noirs et blancs en plus. Donc quelquefois je rachète des bœufs, des petits veaux pour faire des bœufs, quoi. Donc il faut être. Je veux rester dans cette chose-là. C'est que c'est moi qui ai élevé les bêtes. Et moi, ils mangent que de l'herbe. De l'ensilage d'herbe, du foin. Après, je travaille avec beaucoup de cérades, de la pulpe sèche, bien sûr. Mais du soja en correcteur. Mais puis les bêtes, ils sont sortis du 15 avril au 15 novembre, quoi. T'en refais un quand la prochaine fois? Je sais pas. Parce que c'est vrai, si tu sais prévenir à l'avance, je peux vite congéler le... Ça fait 135, ça fait 140 avec le cœur. En 2003, il y a eu une opportunité, il y avait au Quénois,
faisais une formation pour apprendre à refaire du maroilles, à faire du maroilles. Donc j'ai été faire la formation. Et donc une formation qui a duré pendant 1 an, on faisait une journée par semaine. Et donc cette formation-là 2003-2004. Et puis disons que après j'ai mon épouse qui a voulu se mettre aussi dans le projet. Et donc moi je trayais les vaches et puis elle faisait le fromage. Et donc j'ai investi dans une fromagerie et puis après, disons que les locaux ont été faits, mais donc je me suis retrouvé seul et donc je ne pouvais plus faire ce qu'il fallait pour faire du fromage, quoi. Donc j'ai arrêté cette activité-là. Sinon les locaux sont existants, ils sont plus ou moins aux normes actuelles et puis il n'y aurait pas peut-être... J'aurais une autre personne sur l'exploitation qui me donnerait un coup de main. Vu les cours du lait qui sont aujourd'hui dérisoires, pourquoi pas ne valoriser plus ma production de lait. En même temps, les gens viennent chercher de la viande en caissette. Ils m'achètent des poulets fermiers, donc c'est des poulets, c'est pas une grosse activité, mais c'est aussi un plus sur l'exploitation. Parce que c'est des poulets qui sont élevés en pleine nature, c'est vraiment artisanal, quoi, disons. Et puis les gens, c'est pareil, ils recherchent aussi ça. C'est des poulets on mange pas l'os, quoi. C'est encore des poulets qui... les gens voient la différence aussi. Parce que sinon, c'est soit roast beef tranche, ou soit morceau fondu, ou soit rhum steak. C'est rhum steak, j'en ai que 5 ou 6 sur la bête. Par le biais de la vente directe, pour moi, c'est un revenu qui n'est pas négligeable, au contraire, qui me permet d'arriver à subsister, quoi. Donc vous restez optimiste? Oui, je reste optimiste en faisant comme je fais. Et après, l'avantage de la vente directe, c'est le contact avec toutes les personnes. On n'est pas que dans le milieu agricole. On côtoie énormément de personnes et ça, c'est super important, ça. Quand je vends une bête, parce que c'est toujours un vendredi, tous les clients viennent chercher leur viande à nourrir. C'est une discussion, voilà. Et puis même maintenant, vu que je fais ça depuis 2000, j'ai des enfants de personnes qui viennent chercher de la viande. Donc ça reste relationnel. Après, on voit les enfants qui ont grandi.